Vitakanga va révéler cette prophétie qui veut que nous soyons aujourd'hui plusieurs nations réunies. Le Congo est une pierre qui ne se brisera jamais. Le rêve de nos ancêtres était de réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien, réunir les nord de l'Afrique et les sud de l'Afrique. Et c'est comme ça que nous allons créer la nation Bana basili na kokende, bana basili na kotekama na banguna. Dans la timokuya ata malobate, Congo na Panafrika maleli. Nous avons les mêmes revendications que les pères de notre indépendance. Nous voulons que le peuple congolais puisse vivre en paix, qu'il puisse avoir les pains quotidiens, le minimum vital, quoi. Nous utilisons la violence en légitime défense et non pour faire du mal. Nous ne sommes pas dans une logique de prédation, mais nous sommes en légitime défense parce que nous sommes attaqués et nous n'allons pas nous laisser faire indéfiniment. Notre objectif, c'est que le bien-être collectif des Congolais soit assuré pour tout le monde sans exception. Le Niger va se faire attaquer par la CEDEAO. En réalité, chers compatriotes, vous devez savoir que la CEDEAO n'est autre qu'une branche, disons, un bras armé de l'empire, de l'impérialisme dans la région de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, lorsque l'empire perd la main sur les terrains politiques, sur les terrains idéologiques, sur les terrains populaires, l'Empire va brandir son bras armé, qui est cette organisation régionale subventionnée à hauteur de 90% par l'Union européenne et en l'occurrence la France. Vous vous étonnez que ce soit Macky Sall du Sénégal, dont le peuple a quasiment vomi, qui est responsable de multiples crimes, qui est dans l'abus total de la démocratie, en incarcérant un innocent, Ousmane Sonko, pour la simple raison que ce dernier a atteint une population qui voudrait le départ immédiat de Macky Sall. Voilà même la mobilisation panafricaniste et panafricaine est en train de s'organiser partout dans le monde pour signifier au monde entier que Macky Sall devrait dégager illico presto. À côté de Macky Sall, il y a Alassane Ouattara. C'est lui qui est arrivé au pouvoir grâce à l'armée française qui a bombardé les palais présidentiels de la Côte d'Ivoire pour aller dénicher, humiliant Laurent Gbagbo et sa femme devant les caméras du monde entier, histoire de rappeler à tous les révolutionnaires, à tous ceux qui combattent le système, que le système fera tout pour vous humilier. Voilà pourquoi vous avez vu Laurent Gbagbo se faire humilier grâce à l'armée française qui a bombardé Abidjan, bombardé les armées ivoiriennes, bombardé les palais présidentiels et en faisant avancer ensuite les troupes rebelles non formées de Alassane Ouattara. Édition spéciale Côte d'Ivoire avec l'arrestation de Laurent Gbagbo. Nous l'avons appris en direct sur BFM TV dès 15h. Laurent Gbagbo a été arrêté dans le palais présidentiel et remis à l'hôtel du Golfe où se trouve son rival Alassane Ouattara. D'après de sources diplomatiques françaises, ce sont les forces d'Alassane Ouattara qui auraient arrêté Laurent Gbagbo, mais se pose la question du rôle de la France, et nous en parlons cet après-midi sur BFM TV. C'est parce que les forces d'Alassane Ouattara, elles, annoncent que ce sont bien les forces spéciales françaises qui ont pénétré dans le palais présidentiel et qui ont arrêté Laurent Gbagbo. Nous retournons tout de suite sur le camp de la force Licorne, le camp français à Abidjan, à Port-Bouët, où Alexandre Paré est notre envoyé spécial sur place. Alexandre Paré, vous avez peut-être de nouvelles informations sur le rôle de la France, en tout cas de la force Licorne, cet après-midi dans ces événements. Eh bien, une chose est sûre, un démenti catégorique ici au siège de la force Licorne en Côte d'Ivoire. Aucun soldat français n'a pénétré
au sein de la résidence de Laurent Gbagbo dans le quartier de Cocody, ni dans la résidence, ni même ne serait-ce que dans l'enceinte de la résidence de Laurent Gbagbo. Donc la force Licorne dément catégoriquement que les forces françaises aient pu avoir un rôle direct en arrêtant Laurent Gbagbo. En revanche, il ne fait presque plus aucun doute aujourd'hui que les opérations militaires françaises sur le terrain aujourd'hui aient favorisé cet épilogue. Depuis ce matin, une opération de grande envergure est menée depuis le camp de Port-Bouët. Des forces françaises étaient présentes autour de la résidence de Laurent Gbagbo pour neutraliser les armes lourdes. De même, des soldats étaient présents au sol, vraisemblablement pour soutenir, tout du moins encadrer l'assaut des forces républicaines d'Alassane Ouattara. Donc ce soir, on peut dire que la France a très certainement joué un rôle de soutien dans cette arrestation, mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour savoir si elle a joué un rôle direct dans l'arrestation de Laurent Gbagbo. À côté, il y a Patrice Talon du Bénin, celui que tout le monde pensait être de la révolution, mais tout le monde a compris qu'il était un valet de l'Occident, en l'occurrence de la France. Regardez ce qu'il est en train de faire dans son pays en réhabilitant même les statuts coloniales qui se trouvaient dans ces pays-là, alors que le peuple a voulu déboulonner ces créations-là. Le Niger aujourd'hui est dans une posture telle que, à côté, il y a le Nigeria, dont le pompiste des États-Unis, qui est actuellement président de la République, est buté en face de son Sénat d'une République fédérale où les pouvoirs dépendent des territoires et surtout de la force tribale ou ethnique, s'il faut le dire comme ça. Le Nigeria est prêt à donner la majeure partie des troupes pour attaquer le Niger, ou bien que les Haoussa qui sont au Nigeria sont les mêmes qui sont au Niger et que des frères vont s'entretuer pour faire plaisir à l'Occident et en l'occurrence la France qui tire les ficelles dans les coulisses. Quand nous parlons de la France, nous parlons de la France politique, la France systémique, la France des deep states, comme on dit, l'État profond, la France d'en haut, ceux qui dirigent. Et Régis Le Sommier avec le printemps arabe. On peut citer le printemps arabe ou les guerres du Golfe, auxquelles on subit exactement la même chose que les Américains en Irak, en Afghanistan, sur cette zone. C'est-à-dire que ce sont les forces locales qui essayent de nous expulser, accompagnées par les élites et une partie de la population. La question qui est posée au Niger, à la différence du Mali et Burkina Faso, c'est à quel point la population nigérienne veulent nous sortir. Il y a une incertitude à ce point-là. Autant au Mali et au Burkina Faso, on est certain qu'ils veulent nous sortir, autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. Or, comme l'a rappelé Régis, sans le Tchad, sans le Nigeria, c'est impossible d'intervenir militairement, hormis si nous, on envoie nos propres troupes. Mais si on envoie nos propres troupes, c'est la quête. Il faut rappeler que le président Bazoum a été élu démocratiquement. Oui, aujourd'hui, c'est pas ce que font les putschistes, c'est mobiliser quelques milliers de personnes dans la capitale. C'est absolument pas représentatif de la population au Niger. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen de savoir, au niveau d'un sondage quelconque, si la population du Niger soutient ou non les putschistes. Exactement. La question qui est posée, c'est également, est-ce que le président du Nigeria, parce que c'est un État fédéral, a assez la main sur son pays, notamment parce que, en fait, le Nigeria, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans le Nord, c'est un État fédéral qui est compliqué. Donc, le président qui est élu n'a pas la main sur tout. Donc, est-ce qu'il a assez d'autorité? Il a été élu en mai, je crois. Est-ce qu'il a assez d'autorité pour convaincre son peuple de partir en guerre contre un pays allié, notamment du fait qu'ils ont déjà des problèmes dans le Nord, notamment avec le terrorisme islamique. L'autre question qui est posée, moi, je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, la France, vous voulez dire? D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir tout simplement pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est le contrôle des menaces migratoires. Avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique, vous allez avoir à peu près des centaines de millions de personnes qui vont migrer d'Afrique subsaharienne en passant par le Maghreb à destination d'Europe. Or, si vous avez des États instables, vous avez exactement la même chose qu'aux États-Unis, qu'au Moyen-Orient, avec la chute des gouvernements irakiens et afghans, c'est-à-dire un État qui est incapable de pouvoir contrôler ses frontières et son territoire, comme en Libye actuellement, voire peut-être un peu en Tunisie aussi. Donc le contrôle du flux migratoire est important et il faut que ces États tiennent debout. L'autre point, c'est la question de la menace terroriste. C'est-à-dire que si par cas, vous avez des États instables, plus des problèmes économiques et de migration, vous avez
une menace, que ce soit des personnes cette islamiques. Menace terroriste, elle est installée déjà là-bas, c'est pas nouveau. On l'avait sacrément réduit, c'est-à-dire qu'elle était assez minime, mais il y a AQMI, il y a Al-Qaïda qui sont présents notamment au sein de la zone précise qu'on nous cite, entre le Nigeria et entre le Niger. Donc cette zone est ultra importante. Si l'État nigérien du Niger saute, il y a un risque de résurgence de menace islamique. Et dans ce cas, de toute façon, on interviendra. Voilà. Nous faisons la part des choses entre la France de la population et la France des dirigeants. Mais la population française doit savoir qu'elle n'est pas non plus innocente dans les actes de leurs élus qui vont agir. C'est la France en premier qui s'est lancée contre la Libye de Kadhafi. Ils ont bombardé, déstructurant, disloquant l'État libyen. Aujourd'hui, la Libye n'existait plus. Il s'agit d'une surface où les armées les plus fortes contrôlent et font du n'importe quoi. Ils ont fait la même chose à Côte d'Ivoire, les armées françaises. Et maintenant, ils veulent envoyer les pauvres avatars, enfants de l'Empire, engins de l'Empire africain, faire leur guerre par procuration, qu'ils vont simplement alimenter en donnant les armes. Mais les petits peuples de l'Afrique ne comprennent pas ce qui est en train de se passer pour la simple raison que, ici en Europe, en Occident, il y a une guerre qui est en train de se faire par procuration, où nous trouvons la Russie se battre contre plusieurs États, sous couvert de l'armée ukrainienne derrière Zelensky. Ce qui est une supercherie, parce que vous voyez combien Joe Biden est en train de demander l'argent, de sortir l'argent des États-Unis d'Amérique pour financer la guerre en Ukraine. De la même manière, il faut créer d'autres guerres en Afrique et cela justifiera la position, ou disons les positionnements de chaque dirigeant de ces pays-là selon les intérêts. Vous avez vu Macky Sall aller plairer les blés, aller plairer du pain, de la farine provenant de l'Ukraine avec un plan de paix dont Zelensky lui a mis les doigts dans les yeux en lui faisant comprendre qu'il était hors de question. Mais tout le monde a entendu Vladimir Poutine dire à haute voix que les blés qui ont été livrés à 90%, ils ont été servis en Occident et non à l'Afrique où ils étaient destinés. C'est le même Macky Sall, le même Ouattara, Patrice Talon et celui du Nigeria, des avatars tout faits au service de l'impérialisme qui vont foutre les bordels sur les terres de nos ancêtres. Vous ne comprenez toujours pas pourquoi nous appelons à la mobilisation tous azimuts de tous les Africains et surtout à la déberlinisation pour la simple raison qu'en faisant sauter ces frontières-là, nous serons maintenant entre nous ensemble et nous allons mener la guerre contre les systèmes qui ne se battent contre nous, pas localement mais totalement. Et le combat doit être total et pour que le combat soit total, il faut pratiquement déberliniser l'Afrique sur les plans mental, sur les plans physiques, sur les plans idéologiques et surtout sur les plans de la lutte que nous menons. Maintenant, ces présidents qui sont en train de stimuler les armées de la CEDEAO pour attaquer les Niger, lorsque nous allons vérifier leur pédigré démocratique, nous nous rendons compte qu'ils ne sont pas exemplaires du tout. Vous vous souvenez comment Alassane Ouattara est revenu au pouvoir? Il est allé même modifier la Constitution pour lui permettre de briguer à nouveau son mandat. 3 changements majeurs dans cette révision constitutionnelle. Tout d'abord, le vice-président qui ne sera plus élu mais nommé après l'élection présidentielle. Ensuite, les parlementaires qui pourront rester en fonction s'il est impossible de tenir à temps les élections législatives. Et enfin, la disparition de la Cour suprême. Pour l'analyste politique Sylvain Nguessan, une grande partie de cela, c'est au bénéfice de la majorité au pouvoir. C'est le pouvoir en place qui se barricade, qui se donne les chances d'être toujours aux affaires, de contrôler l'Assemblée nationale, de contrôler l'exécutif, etc. Parce que pour les partis d'opposition, du fait que le vice-président ne soit pas élu, ça mélange un peu les calculs. En cas d'alliance, il était plus facile de promettre le poste de vice-président avec un autre parti politique, et donc d'avoir un ticket avec un président de tel parti, vice-président de l'autre côté. D'ailleurs, l'opposition craint que ce soit une manière pour le président Alassane Ouattara de se maintenir aux affaires, de devenir peut-être vice-président plus tard. L'opposition qui avait boycotté ce scrutin, arguant que cette révision constitutionnelle doit être soumise à référendum. Le texte, lui, devrait être promulgué dans les prochains jours. Un vol électoral, un putsch, je dirais constitutionnel, qui n'a pas dérangé la CEDEAO. Macky Sall, actuellement, est en train de mener son putsch constitutionnel
pour revenir, pas lui revenir, mais plutôt mettre son pantin qui va le protéger. Et pour ce faire, il s'assure à éliminer toutes les oppositions possibles à sa démarche afin de rester au pouvoir. Vous avez vu les troubles qui se passent au Sénégal aujourd'hui. Vous avez vu comment Ousmane Sonko est incarcéré sans raison valable, sans preuve viable. Selon nos informations, il serait à l'intérieur du tribunal de Dakar, à la brigade des affaires générales et poursuivi selon l'un de ses avocats qu'on a réussi à joindre pour vol de téléphone portable, mais aussi appel à l'insurrection. Des motifs qui, semble-t-il, ont été confirmés par le procureur de la République qui a publié un communiqué il y a quelques instants, un communiqué dans lequel le procureur relate que Ousmane Sonko, à travers des actes, déclarations, écrits et images, ces dernières semaines, a troublé, en fait ce sont des motifs de trouble à l'ordre public. Le procureur qui informe qu'une enquête exhaustive sera ouverte sur cette affaire pour des chefs de délit et crimes à son encontre et toute autre personne impliquée. Ousmane Sonko, avant même ce communiqué du procureur, avait sur sa page Facebook donné sa version des faits. Il informe que ces dernières 24 heures, des gendarmes le surveillaient. En fait, s'était positionné devant son domicile à 24 heures sur 24. Et à la suite de la prière du vendredi, ce jour, il a intercepté, il a arraché le téléphone d'une gendarme qu'il filmait, et son parti, le parti PASTEF, les Patriotes, a réagi à travers un communiqué où il réclame la libération immédiate d'Ousmane Sonko et appelle les partisans du parti à se mobiliser, je cite, pour résister constitutionnellement à cette arrestation d'Ousmane Sonko. Alors justement, quelle est l'atmosphère à Dakar et Liman? On a encore dans les esprits ces violences meurtrières qui ont secoué le pays après la condamnation il y a 2 mois maintenant d'Ousmane Sonko. Écoutez, autour du palais de justice de Dakar, où je me trouve actuellement, l'ambiance est plutôt calme. Il y a eu un déploiement de véhicules de la gendarmerie et de la police. Des heurts sporadiques ont éclaté dans certains quartiers de Dakar, mais pas encore de grands mouvements. L'ambiance est un peu assez calme, on va dire, pour l'instant, au moment bien sûr où ce serait une nouvelle affaire judiciaire qui se rajouterait dans le dossier judiciaire déjà assez chargé d'Ousmane Sonko, condamné pour diffamation déjà et pour corruption de la jeunesse. On est actuellement dans l'attente de savoir quelle suite va être donnée à cette nouvelle affaire judiciaire. Vous êtes en train de vivre comment Macky Sall est en train de persécuter le peuple sénégalais qui veut justement les changements et surtout le départ immédiat de Macky Sall. Vous avez vu en Côte d'Ivoire comment Alassane Ouattara est devenu président de la République. Et en ce moment-là, la CEDEAO n'était pas là. Cette force-là n'était pas là pour remettre de l'ordre. Lorsque la Libye de Kadhafi a été attaquée, cette force-là n'était pas là pour s'interposer et remettre de l'ordre. Et voilà, les anticonstitutionnels, ceux qui violent la Constitution, se réunissent en bloc pour sauver l'image, disons, pour sauver, je dirais, le ventre de leur patron, Emmanuel Macron, de la France, à travers la France-Afrique. Et ils viennent sous prétexte, la CEDEAO est anti-putsch, ne veut pas de ces coups contre la Constitution. De quel ordre constitutionnel vous parlez? D'un ordre constitutionnel qui sert les intérêts exogènes au détriment des intérêts endogènes. Un ordre constitutionnel qui est au service de l'Occident et aucunement au service du Niger et l'Afrique par ricochet. Et c'est de cet ordre constitutionnel dont vous parlez. Il est temps que les peuples africains se libèrent. Et cette vague de libération, même sous couvert des coups d'État militaires à l'assentiment populaire, nous allons nous soumettre. Et comme nous luttons contre l'impérialisme, contre la France-Afrique, contre les systèmes occidentaux en Afrique, contre la vassalisation des territoires africains à la merci des empires
occidentaux, nous allons soutenir toute tentative d'émancipation, peu importe la cloison de Berlin où cette tentative-là aura lieu. Voilà pourquoi nous disons que le combat doit être total. Le combat n'est pas local. Et ces avatars-là, Macky Sall, Ali Bongo, Faure Gnassingbé, Alassane Ouattara, Théodore Nguema, Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi, Yoweri Kaguta Museveni, Paul Kagame, Joao Lourenço, Umaro Embalo Sissoko, tous ces avatars devront dégager de gré ou de force. La force reste au peuple. Ingeta. Vitakanga va révéler cette prophétie qui veut que nous soyons aujourd'hui plusieurs nations réunies. Le Congo est une pierre qui ne se brisera jamais. Le rêve de nos ancêtres était de réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien, réunir les nord de l'Afrique et les sud de l'Afrique. Et c'est comme ça que nous allons créer la nation Bana basili na kokende, bana basili na koteka mai na banguna. Tolati mokuya ata maloba te, Congo na Panafrika baleli. Nous avons les mêmes revendications que les pères de notre indépendance. Nous voulons que le peuple congolais puisse vivre en paix, qu'il puisse avoir les pains quotidiens, le minimum vital, quoi. Nous utilisons la violence en légitime défense et non pour faire du mal. Nous ne sommes pas dans une logique de prédation, mais nous sommes en légitime défense parce que nous sommes attaqués et nous n'allons pas nous laisser faire indéfiniment. Notre objectif, c'est que le bien-être collectif des Congolais soit assuré pour tout le monde sans exception. Mokuya ata malobate